savez les amis, c'est pas facile d'être catcheur. Entre la route, les voyages, regarder les shows pour gérer la chaîne YouTube, oh oui, il faut être motivé. Faut être motivé pour beaucoup de choses dans la vie. Et j'étais très motivé pour ce SmackDown du 15 novembre 2024. Oh oui, en direct depuis Milwaukee dans le Wisconsin. Je sais même pas s'il était en direct, mais en tout cas c'est là-bas qu'il a été tourné. Et nous avons eu un bon petit SmackDown, mes amis. Nous avons eu un bon petit SmackDown qui transpirait et qui sentait le bel esprit. Oh oui. Autre chose qui va sentir le bel esprit, c'est le show Rix ce soir, l'épisode 25, où mon adversaire Jacob Vadok va prendre cher. Oh oui. Il a voulu faire le show sur Instagram, à faire une vidéo où il s'est cru marrant. Mais c'est pas grave, moi je vais me croire marrant avec ta meuf. Après que je gagne le match, je vais pas refaire le rire forcé, mais qui était à moitié forcé d'ailleurs, il était à moitié sincère. Mais non, plutôt mes amis, prenons ce bon petit café. Il est 8h01. J'ai le train à 10h30 si je dis pas de bêtises. Et j'arrive à Rennes à 16h. On va dormir dans le train. On va dormir et aussi, surtout, oui, alors très important, continuer le montage de la TLR Stories numéro 3 qui va sortir. Alors normalement, je vais me débrouiller la semaine prochaine. La TLR Stories numéro 3 où je vous relate mes expériences personnelles et mes interactions avec nul autre que Vincent Kennedy McMahon. Un nom qu'il faut presque ne plus prononcer. Un peu comme Voldemort dans Harry Potter. D'ailleurs, Jacob Vadok ressemble à pas à Voldemort, il a le même teint de peau, ça c'est clair, blanc comme un CUL, mais non, il ressemble à Harry Potter, dans une story qu'il a mis, pareil, c'est magnifique. Alors autant il y a Harry Potter à la WWE, il y a aussi Harry Potter à la Rix, en plus des clodos de la dernière fois que j'ai dû affronter et que j'ai battu de façon facilement lors de l'épisode 24. Oh oui, comme vous l'avez vu dans la TLRPOV Cam. Alors là c'est nickel, parce qu'en parlant de TLRPOV Cam, je place toute ma cam, toutes les vidéos que je fais. Oh oui, l'univers est connecté. Et l'univers était connecté à ce WWE SmackDown. Oh oui. Et on nous annonce dès le début de la soirée 2 matchs de championnat. Donc on l'avait annoncé la semaine dernière, c'est sûr. Mais ça fait du bien de le rappeler. Surtout que comme on regarde 3 ou 4 shows maintenant par semaine, on a tendance à perdre le fil des storylines. Et j'avais un peu, pas perdu le fil, mais en tout cas perdu de vue que ce soir, on allait avoir un match de championnat féminin entre Nia Jax et Naomi. Et un match pour le titre par équipe entre les Street Profits et les champions Motor City Machine Gun. Oh oui, mais le show commence avec une promo de Cody Rhodes dans le ring. Alors déjà, c'est un bel esprit. Si je commentais le show en live, je vous aurais dit, regardez comment Cody Rhodes attend que les replays se terminent, les replays de tout ce qu'a fait Kevin Owens ces derniers jours, avant de prendre la parole. Ça m'a fait rêver. Cody Rhodes, il arrive dans le ring, il fait son entrée, l'esprit d'entrée. Après, il arrive dans le ring, il prend le micro, et il attend. Pendant que dans un autre coin de l'écran, ils sont en train de finir de jouer les replays. Et une fois que les replays sont finis, je pense que l'arbitre ou le caméraman lui fait comme ça, un petit signe, c'est bon, c'est à toi. Donc tout ça pour dire, oh oui, travail télé, toujours très important. Vous avez adoré la TLR Stories numéro 2 où je vous analysais mon match à TakeOver en vous expliquant comment justement ce travail télévisé est fait dans le catch, notamment à la WWE. Et vous allez adorer la TLR Stories numéro 3 qui est un style différent parce qu'il n'y a pas d'études vidéo, mais franchement, les histoires que j'y raconte, même moi je vous ai dit, même moi vous verrez dans la vidéo, j'allais dire, à la fois je rigole tout seul parce que certaines sont très marrantes. Il y a notamment une interaction avec Vince McMahon, elle était énorme. Et les deux autres, parce qu'en fait il y en a eu 3 principales dans ma carrière. Et les 2 autres, je me replonge dedans et c'était vraiment de grands moments avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'intensité. En parlant d'intensité, mes amis, donc Cody Rhodes appelle Kevin Owens sur le ring parce qu'il veut régler les choses une bonne fois pour toutes et parler à peut-être dans un sens, peut-être un ancien ami. Et là c'est Nick Aldis qui arrive. Nick Aldis, tout de suite j'ai percuté et je me suis dit, bel esprit quand même que le WWE Universe, le public de la WWE est autant
allez, presque, j'allais dire aussi facilement dans un sens, accepter Nick Aldis. Bon, il était quand même inconnu au bataillon, hein, surtout vis-à-vis du roster WWE. Et le mec, il est arrivé comme ça de nulle part, d'abord en agent, puis en general manager de SmackDown. Et maintenant, son rôle, sa présence passe très très bien à l'écran, je pense. Je sais pas pour vous, je sais pas ce qu'en pensent, entre guillemets, les fans internet américains. Mais moi, en tout cas, Nick Aldis à l'écran représente très bien. Il a une bonne présence, ça va au micro, il gère assez bien. Et voilà, donc bel esprit, c'est là qu'on voit en fait quand certains ont ce hit factor. Quand on les met dans un rôle sans vraiment de présentation et les mecs du jour au lendemain, ben boum, ils trouvent leur place, ils trouvent leur repère et ils gèrent tout simplement. Et dans un sens, bon, après ça va me faire le mec qui se la pète, mais c'est ce qu'on m'avait dit à NXT quand j'avais commencé à faire manager. Quand j'avais commencé à faire manager, Dusty Rhodes, il m'avait dit, toi en fait t'as un truc, il m'avait dit t'as un truc qui fait qu'on puisse pas t'aimer. Il me dit, toi le Frenchman, il m'appelait comme ça, hey Frenchman, voilà, il m'appelait comme ça, Dusty me disait, hey Frenchman, c'était énorme. Et il me disait, toi t'as un truc qui fait qu'on peut pas t'aimer. Donc c'est pour ça que tu vas avoir une promo sur tous les shows. Et moi j'étais encore blessé, j'avais ma blessure au genou, il faudrait que je fasse des histoires. Ah ouais, franchement, allez c'est bon, je vous le dis, je ferai une Taylor Stories, toutes mes interactions avec Dusty Rhodes. Ouh, il y en a eu beaucoup. Et il y en a, elles étaient énormes. Il y en a, elles ont fait très mal. Mais franchement, ça va être une super vidéo, ça. Ouais. J'avais même signé des autographes avec lui, c'était énorme. C'était à Access. C'était à Access. Il y avait eu Mojo Rawley, Dusty Rhodes et moi. Et c'était énorme parce que Dusty, lui, avait sa veste NXT et moi, j'avais la chemise à paillettes. Et même Dusty, il m'avait dit à un moment, vas-y, tu fais chier le français, putain, tu me voles la vedette avec ta chemise à paillettes. Oh oui, les amis. Énorme. Donc, tout ça pour dire, ouais, il m'avait dit, Dusty m'avait dit, toi, Frenchman, t'as un truc qui fait qu'on puisse pas t'aimer, donc tu vas avoir une promo sur tous les shows. Et ben, moi, j'étais blessé, donc j'avais toujours ma blessure au genou, mais je suis d'accord, monsieur, il n'y a pas de problème, merci. Thank you, sir. Thank you, Dusty. Oh oui. Et donc, son fils dans le ring veut en découdre avec Kevin Owens. Mais Nick Aldis dit, non, on va se calmer, parce que le pile driver, le marteau pilon a été réutilisé, et rien que pour ça, c'est une prise tellement dangereuse. Bon, là, ils ont un peu abusé, même s'ils ont quand même fait mousser le fait qu'il est interdit. C'est bon, les amis, c'est bon. Genre, ils vous vendent le pile driver comme si c'était une balle dans la tête d'un catcheur. Alors, bel esprit dans un sens, mais ça va quand même. Je veux dire, il y a eu des pile drivers pendant 40 ans dans le catch. Un beau jour, ils ont décidé d'arrêter ça. D'accord, très bien pour la santé des gars, pas de problème. Mais ça va quand même. Gardons, soyons réalistes quand même. Voilà, c'est toujours très important, même si c'est du catch. Attention, je sais que c'est très dur. Gardons un peu de réalisme. Oh oui. Et donc, bref, ça pour dire, il peut pas avoir Kevin Owens ici. Donc, d'un autre côté, par contre, bel esprit de Cody Rhodes qui lui répond en lui disant, écoute, toi t'es un catcheur, t'as été catcheur, tu l'es toujours dans un sens, tu sais ce que ça fait de se faire attaquer, etc. et de risquer sa carrière sur une prise aux mains de quelqu'un que tu estimes être un ami. Et ça, c'est bel esprit. J'aime beaucoup ce genre de vibe où on rappelle quand même que le mec qui est à l'écran, il a un passé. Et non des moindres quand même, s'il vous plaît. Nick Aldis, ancien champion NWA et NWA, donc franchement, très bel esprit. Et là, en fait, donc, avec cette promo, j'ai compris que c'était central. C'est central parce que, bon, pour faire très simple, Cody Rhodes, il a besoin d'un adversaire. Et on ne savait plus qui lui donner. Il avait Gunther à Crown Jewel, qui était pas mal d'ailleurs, le match et aussi bien la construction de la storyline. Ok, d'accord, bel esprit. Mais à part ça, on ne savait plus qui foutre face à lui. On avait déjà Cody Rhodes contre Kevin Owens, le premier volet, je sais plus à quel pay-per-view, c'était bof, parce que c'était deux potes qui s'affrontaient. Là, franchement, il avait personne, Cody Rhodes, parce qu'en fait, d'un autre côté, faut pas se voir la face, surtout à SmackDown, la couverture est tirée par la storyline de la Bloodline. Donc, Cody qui est le champion, il est un peu genre oui bon les amis, qu'est-ce que je fais? Alors ok, j'ai Randy Orton, mais je pense que ça on va l'avoir plutôt à WrestleMania. Randy Orton contre Cody. Non, remarque, est-ce que c'est The Rock qui va venir affronter Cody Rhodes? Bref, en tout cas, la feud Cody Rhodes-Randy Orton, elle va être centrale parce que c'est le mentor contre l'élève dans un sens. On se souvient de Legacy quand ils étaient ensemble. Donc bref, il avait vraiment besoin de quelqu'un. Et là, cette storyline, cette promo a posé les graines, a planté les graines de cette storyline où, grosso modo, je pense qu'on va manger du Kevin Owens contre Cody Rhodes sur Survivor Series, ça c'est quasiment sûr, mais peut-être même pour les mois qui suivent. Parce que ils sont en train de construire une storyline bien ancrée et bien profonde où, grosso modo, Cody Rhodes maintenant a pris personnellement le fait que Kevin Owens ait attaqué le mentor de Cody qui est Randy Orton. Et donc maintenant c'est plus juste deux amis qui s'affrontent, c'est plus juste pour le titre, maintenant ça devient personnel et grosso modo je pense que Cody va commencer à se rendre
se monter la tête pour faire de sa quête, de sa croisade, la mission de mettre fin aux agissements de Kevin Owens qui est en train de glisser doucement mais sûrement sur la pente de la folie. Oh oui, oh oui. À voir ce que ça donne, parce qu'en fait le problème c'est que, vraiment mon problème personnel c'est que, et là primo on a déjà vu ce match, et je suis pas, et c'est, bon moi je suis old school, enfin oui je suis old school en mode attitude era, pour moi il faut que les catcheurs aient vraiment quelque chose il faut qu'ils dégagent quelque chose. Et en fait, Cody, oui, c'est un très bon babyface dans le sens que beaucoup du public l'adore. Kevin Owens, très bon catcheur. Mais j'ai envie de dire, ça s'arrête là. Ils ont pas ce hit factor, ils ont pas ce charisme qui sort d'eux, ils ont pas ce... En fait, quand on voit une promo de Kevin Owens et de Cody Rhodes, on se dit, ok, ça va être intense, ça va être sérieux, bel esprit, mais ça va pas être entertaining. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une promo d'LA Knight, c'est pas une promo de Roman Reigns, parce que Roman Reigns, c'est très divertissant dans sa façon de parler. Et ouais, donc voilà, à voir où ça mène. Dans tous les cas, c'est bien parce que Cody a enfin une storyline dans laquelle, comme on dit en anglais, il peut planter ses dents. Alors, mes amis, alors là, what the fuck, on a un match pour se qualifier pour le titre, pour le championnat américain féminin. Ok, d'accord. Match à 3 entre Bayley, Candice LeRae et, alors là, j'ai pas compris, B-Fab. B-Fab, catch, ok, d'accord, de nulle part ça sort. Bel esprit, tant mieux, on va voir si elle mérite sa paye. Donc j'ai franchement, en fait, ce match-là, bon, Bayley, Candice, on sait que c'est des bonnes catcheuses, aucun problème là-dessus. J'ai vraiment regardé que B-Fab. Et franchement, alors déjà, premier petit commentaire, ça me fait délirer, moi j'ai pas mon portable là, j'ai pas mon portable, mais ça me fait délirer, j'allais dire, comment il y a des archétypes, de la catcheuse. Il y a des archétypes de la catcheuse. Et vous savez quoi, pour la première fois de ma vie, restez là, bougez pas, je vais prendre mon portable. Je reviens. Parce que il faut que je vous montre ça. Ça va, il est chargé à 68%. J'enlève le mode avion. Non, vous allez comprendre les amis. La première fois de ma vie, je laisse tourner la télé-review. Non, en fait, je vais vous dire. Ça me fait délirer de voir à quel point il y a des archétypes. En plus, je tombe pile poil dessus. Regardez, j'ouvre Facebook. Je tombe sur Leivona Zachary. Leivona Zachary, c'était une catcheuse entre guillemets, une meuf qui était signée en développement. Magnifique, hein, magnifique. Magnifique meuf en développement. Et bougez pas, je vais vous trouver une photo. On va voir si ça rend bien. Voilà, hop. Alors Leivona, c'était, donc elle était arrivée avec Nia Jax d'ailleurs, dans le même groupe que Nia Jax. Ça, je m'en souviens. Mais là, il n'y a pas de photo, non, il n'y a pas de photo où elle avait les cheveux rouges, parce qu'en fait, bon, pour faire très simple, c'est le portrait craché de B-Fab. C'est littéralement le portrait craché de B-Fab. Magnifique femme, j'avais fait une promo de ouf avec elle, c'était un truc de ouf. J'avais mon manteau en fourrure, je faisais le mafieux de la Côte d'Azur, oh oui, bel esprit, c'était énorme. Waouh, ça aurait été un truc de money, là, ça m'avait gavé qu'ils avaient pas accroché, je vous explique. Je faisais avoir le pimp, mais le pimp de la Côte d'Azur. J'étais là, j'avais le manteau de fourrure, les lunettes de soleil. Là, je disais, ouais, vous savez, moi j'ai plein d'argent, j'ai tout. J'ai de l'argent, j'ai des villas, j'ai des voitures de luxe. Et j'ai même les gonzesses. Et là, j'enlève les lunettes. Elle avait un putain de décolleté. Parce qu'en plus, elle avait des tchouches, un truc de ouf. Bon, refait, hein, mais bel esprit. Et bref, elle est là, et moi je prends les lunettes, et je les accroche dans son décolleté. Et là, je continue la promo. C'est énorme. Parce que bon, après, ça va, ça restait PG, les amis. Mais c'était énorme. Et à l'époque, j'étais avec Kamel, vous savez, je vous ai dit dans la Taylor Stories, numéro 2. C'était mon coloc. Celui qui avait le polo rose, là, qui ramenait le chien au salon de, oh ouais. Ça craque, super. Ouh là là, j'aime bien les faire debout, ça fait du dynamisme, ça fait bouger, et puis comme je suis sportif et que j'ai le sang chaud, il faut bouger. Bon bref, surtout à l'aube de 2 shows d'ailleurs ce week-end, où je vais défoncer ma compétition, et pas que la compétition aussi, pour ceux qui ont suivi mes stories Instagram et le début de cette vidéo. Et donc j'étais avec Kamel, à l'époque on était en coloc, et Kamel c'est énorme, il me dit, mec j'ai adoré ta promo. Parce qu'en fait, avant même que tu t'attaches les lunettes, tu poses les lunettes comme ça, hop, dans le décolleté, de Leivona, il me disait j'espère qu'il va le faire, et tu le fais, et là c'était top. Ça c'est énorme, vous savez, quand vous avez ce truc de genre vous faites des choses que le public veut voir, il s'attend à le voir, et vous le faites, c'est qu'il y a une connexion qui se construit, c'est super. Donc bref, tout ça pour dire, en fait, quand je vois B-Fab, je vois Leivona Zachary, qui était une magnifique jeune femme, qui est toujours magnifique d'ailleurs, je sais pas quoi, on a fait 10 ans après, elle est toujours pareille, elle n'a pas changé, oh oui, et non c'est pas elle.
Bon, ça va, on va arrêter d'aller voir son profil. Bref, tout ça pour dire. Ouais, donc, alors, on repasse en mode avion. Je vais pas aller le rebrancher. Hein, il est à 68%. Je pense que ça suffira. En tout cas, après, je le rebrancherai avant de partir prendre le train. Mais tout ça pour dire. Donc, Bifab, je vois les voilà. Cette catcheuse qui, enfin, cette apprentie catcheuse, parce qu'en fait, elle a pas duré. Je crois qu'elle s'était blessée pas au mollet, mais au tibia. Elle avait eu des fractures des tibias, je crois, un truc comme ça. Et en fait, après, bon, elle n'était pas super motivée par le catch aussi, malheureusement. Elle se débrouillait pas trop mal. Surtout en promo, elle était excellente. Elle avait un look de ouf. Ben, un peu comme Bifab. Et donc, voilà. Donc, je regarde ce match. En plus de voir Levona, je me dis, bah, tiens, on va voir Bifab ce qu'elle vaut. On va voir ce qu'elle vaut. Et franchement, ça va. Alors, je vais dire, grosse performance de Bifab pour un premier match que je vois d'elle. Alors, je sais pas si elle a déjà catché, en tout cas à SmackDown, sûrement à NXT peut-être. Dites-le moi dans les commentaires. Mais tout ça pour dire, ça va. Pour un premier match, bel esprit, ça va, les timings étaient bons, il n'y a pas eu de loupé. Alors peut-être qu'ils ont préparé le match 50 ans en avant, je sais pas, mais dans tous les cas, ça va. Elle a passé le test, oui. Maintenant, là où par contre, il faut toujours tout remettre en doute et toujours creuser et faire sa propre opinion. Bon, un petit détour par son Wikimedia et je vois quand même qu'elle a été signée à la WWE en 2019. Donc, ça va quand même, hein, meuf, t'as eu 5 ans que t'es payé à catcher, payé à t'entraîner et payé à être sur la route et payé sûrement plus que moi, ça c'est sûr. Et peut-être même, vu que t'es sur la route, un salaire à 6 chiffres par an. Encore heureux que t'aies un bon premier match, hein, quand même. Hein. On va faire gaffe, hein, on va pas commencer à dire « Oh, magnifique, elle a eu un bon match, elle mérite toutes les louanges du monde. » Non, calmez-vous, hein, ça fait 5 ans qu'elle est professionnelle dans le catch. La plupart des catcheurs indie, ils payent pour s'entraîner. Elle est payée pour s'entraîner. La nuance est très très importante. Hein. C'est littéralement une obligation pour elle de sortir un bon match au bout de 5 ans de contrat. Oh oui. Mais c'est ce qu'elle a fait. Donc ça passe. Et victoire de Bayley qui se qualifie pour continuer dans le tournoi pour le titre américain féminin. Oh oui. Parlons de titre américain. On suit avec le retour d'Ellen Knight à l'écran. Bel esprit, ça fait très plaisir de le revoir à l'écran. Et en plus avec une ceinture personnalisée, mes amis. Le mec a une ceinture avec le cuir maintenant avec LA. Alors je sais pas si c'était déjà le cas, mais c'est la première fois que je le remarque. Donc bel esprit. Et ce que je trouve bel esprit aussi avec Ellen Knight, c'est que moi je trouve vraiment qu'il construit le titre américain. Oh oui. Il construit le titre américain. Et alors, est-ce que c'est sous l'ère Triple H que j'ai l'impression que les titres secondaires prennent bien de l'importance? Je sais pas, mais en attendant maintenant, autant Logan Paul l'avait vraiment construit, autant avec LA Knight ça continue parce qu'on sent vraiment qu'LA Knight donne à ce titre l'importance, je vais pas dire qu'il mérite, mais en tout cas une importance non des moindres parce que c'est un peu déjà aussi le seul morceau de pain qu'on a jeté à LA Knight ces derniers temps. Hein. Tout le monde aurait aimé le voir avoir un gros push solo, en tout cas peut-être même dans le main event. En attendant, il a le titre américain et il rentabilise ça à donf. Oh oui, notamment avec son super t-shirt de LA Knight qui cross le Delaware. C'était bel esprit. Et donc il fait un open challenge. Et là on a Legado del Fantasma qui arrive et après une bonne petite promo entre les deux, ça passe, une bonne petite promo de Santos Escobar, donc il n'a pas pris de prise de soumission, ça passe, et on a finalement un match entre LA Knight et Humberto. Alors c'est intelligent de la part d'LA Knight d'essayer de semer la zizanie dans le groupe en donnant une chance au titre américain à un des sbires de Santos Escobar et pas Santos Escobar lui-même. Victoire assez facile pour Louis Albert Chevalier, LA Knight, et un bon petit match par Humberto, parce qu'au début j'ai compris Alberto, non c'est Humberto. Et alors là, bel esprit mes amis, un méga surprise après le match avec le retour de Shinsuke Nakamura. Excellent parce que Shinsuke, bon, déjà gros catcheur, a la très grosse carrière, peut-être même la superstar qui m'a valu d'avoir la fin de mon contrat à NXT. Oh oui. En fait le truc, c'est une théorie qu'on avait avec Marcus, mais je pense que c'est la vérité. Je vous explique. Pour faire simple, sans donner les chiffres, quand Nakamura a été signé, il a été signé à un gros contrat à NXT, d'accord? Normal, c'est logique. Partie de là, en fait, c'est un équilibre. Si vous avez, par exemple, une superstar qui arrive, alors je vous donne un exemple, mais c'est comme ça, genre, elle arrive, on va lui donner 10 pièces d'or par mois, par an, voilà, 10 pièces d'or par an, et il va falloir vous débarrasser, pour que le budget soit équilibré, de 5 gars qui vous donnaient 2 pièces d'or par an. Vous voyez le truc? Et donc, partie de là, quand Nakamura est arrivé, ils en ont viré 5. Parce que Nakamura allait se faire 10 pièces d'or par an, et ils en ont viré 5 qui se faisaient 2 pièces d'or par an. Donc, 5 fois 2, 10. Donc, vous enlevez 10 pour pouvoir donner les 10 autres à quelqu'un d'autre qui arrive. Et donc, tout ça pour dire, en fait, j'ai été dans le groupe des 5 qu'ils ont viré quand Nakamura était sur le point d'arriver à NXT.
Oh oui, oui. Donc tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui. Bah, même j'ai presque envie de dire, alors ouais, dans un sens, tant mieux pour moi, oui, tant mieux pour moi, parce que je rentabilise au maximum tout ce que je fais et tout ce qui m'arrive dans la vie, à l'image d'Ellen Knight qui rentabilise à fond son titre américain. Oh oui, son règne pour le titre américain. Et donc, Shinsuke Nakamura revient et il attaque Louis-Albert Chevalier. Oh oui, bel esprit. D'autant plus, en plus, où on sent qu'il a une vibe beaucoup plus dark. Il a une vibe beaucoup plus dark où il a, je crois même, si j'ai bien vu, du maquillage rouge sous ses cheveux sur son visage et habillé tout en noir. Oh oui, bel esprit, ça le fait. C'est super. Je pense qu'on va avoir de très bons matchs et Nakamura a totalement sa place dans la course pour le titre américain. Oh oui. Et donc, en parlant de oh oui, mais plutôt oh non, le contraire de oh oui, toujours aucun signe de Giovanni Vinci. Alors, vous me le dites de temps en temps dans les commentaires, c'est vrai que moi je suis tellement enflammé pour ce que je vois à l'écran et d'analyser ce que je vois à l'écran que j'en oublie qu'en effet, Giovanni Vinci est complètement, disparu à l'appel. Comment on dit en anglais? C'est Lost in Action, Missing in Action, voilà, Missing in Action, MEA. MEA qui est aussi les lettres pour l'aéroport de Miami, oh oui. Mais bref, ça pour dire où est passé Giovanni Vinci. Est-ce que ça va être lui qui va être le 5e homme dans la Civil War entre les deux Bloodlines? C'est la question, parce qu'en fait, tout le long du show, par contre, on a eu le fil rouge de Sami Zayn qui essaye de recruter quelqu'un, recruter le 5e homme. Alors, est-ce que ça va être Giovanni Vinci qui les rejoint pour War Games? Je ne pense sincèrement pas. Donc, suite à cela, on a une ring promo de Solo Sikoa et qui se termine très rapidement en baston parce que Roman Reigns arrive et ça part en baston général avec les deux différentes branches de la Bloodline. Oh oui, bel esprit, les brawls c'est toujours cool. Maintenant, là, ça a commencé légèrement à puer. Pour deux raisons. Déjà, à un moment, le pauvre Sami Zayn. Alors, on a eu un gros débat, enfin oui et non, un débat un peu dans les commentaires vis-à-vis de mon opinion sur les plongeons. Les plongeons où je dis, moi j'ai pas envie de rattraper quelqu'un parce qu'un plongeon c'est de la merde déjà, primo, ça n'a rien de crédible. Bon, c'est bien pour exciter les gens, d'accord, et il en faut toujours un avant la pub, oh oui, mais d'ailleurs on en a vu pas mal dans ce show, mais d'un autre côté, c'est très dangereux pour au final ce que ça rapporte. Et là, ça m'a pas manqué. Le pauvre Sami Zayn, il fait un plongeon. J'espère sincèrement qu'il s'est pas tapé la tête comme il a l'air de l'avoir fait sur son plongeon. C'est pour ça, en fait, vous comprenez les amis, pourquoi déjà les plongeons, je trouve que c'est de la MRDE et c'est vaut mieux éviter d'en faire au maximum parce que même si vous en avez fait pendant des années, il suffit de 10 cm de mauvais placement de celui qui est censé vous rattraper ou de peu importe, le pied qui s'attache à la corde ou la corde qui est mal tendue ou la corde qui est mouillée. Vous verrez un jour, les amis, je ferai une TLRAM où je vous montrerai un match où j'ai littéralement failli mourir. Alors autant on a eu un où j'ai failli terminer chez Roland, là dans celui que je vous montrerai, j'ai failli mourir à cause de ces PUTIN de plongeon. Mais bref, tout ça pour dire, plonger à l'extérieur du ring. Et donc tout ça pour dire, le pauvre Sami, à un moment il fait un plongeon, un swanton sur les gars à l'extérieur du ring, et j'ai l'impression qu'il s'est tapé salement l'arrière de la tête sur le sol. Regardez la séquence, je pense qu'elle doit être dispo sur YouTube, ça fait vraiment à la fois peur et mal, et j'espère qu'il va bien. Oh oui. Maintenant aussi, pourquoi ce segment a un peu pué? Bon, les amis, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bronson Reed qui rejoint la Civil War. Alors j'allais dire oui dans un sens, ok, il a un peu une tête de Samoa, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête vraiment là. Bon, on sait tous qu'ils font ça parce que éventuellement, Seth Rollins va rejoindre la feud. Mais bon, le truc c'est que... en fait, à ce niveau-là, ils auraient dû laisser 4 contre 4 en fait. Ils auraient dû laisser 4 contre 4 parce que là 5 contre 5, je sais pas pourquoi ils se sont mis en tête où il faut faire 5 contre 5. Les gars, laissez 4 contre 4, ça sera tout aussi bien et là ça sera beaucoup plus réel et réaliste. Alors oui, peut-être ils voulaient impliquer Seth Rollins dans le truc, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il valait mieux pas laisser Seth Rollins et Bronson Reed de feuder ensemble? Mes amis, c'est ouvert à l'appréciation, peut-être qu'ils avaient des impératifs qu'il fallait faire un 5 contre 5. Ok, si vous voulez. Dans tous les cas, Bronson Reed qui rejoint Solo Sikoa, bof. Et bien évidemment, la sécurité arrive à la fin quand tout est terminé et que le brawl s'est terminé. On voit que ce n'est pas une sécurité française. La sécurité française à la WWE, mes amis, ils viennent dans le feu de l'action et ils s'en prennent plein la gueule. Oh oui. Ensuite, mes amis, nous avons le match, donc un des 2 matchs de championnat pour notamment le premier titre par équipe masculin entre les Street Profits et les Motor City Machine Gun. Alors, apparemment, j'ai vu sur les semi-dirt sheets que les Motor City Machine Gun sont bien appréciés backstage par les officiels et par le roster de WWE. Franchement, les amis, je vous dis, c'est totalement logique et c'est
bel esprit. Pourquoi? Parce que c'est des vétérans. C'est des vétérans et ils savent comment se faire bien accueillir dans un roster et comment tout simplement mériter sa place et surfer les vagues d'une grosse compagnie. Oh oui, oh oui, c'est logique, moi mes amis. Moi je vous dis, c'est un simple exemple, mais si un jour je retourne à la WWE, mais les gars, je serai alors ultra professionnel, je donnerai tous les conseils que je peux donner. Et voilà, tu sais, je veux dire, le but, c'est de bien s'intégrer dans un vestiaire et surtout montrer à la compagnie que tu es là pour faire grossir le produit et grandir le produit. T'es pas là avec un ego, t'es pas là pour avoir la grosse tête, t'es là pour faire, ok les gars, allez, bossons tous ensemble pour faire le maximum de thunes et avoir le plus de succès possible. Et dans un sens, alors c'est pas vraiment la motivation numéro 1, mais écraser la concurrence, parce que c'est aussi le but. Pas l'écraser en mode les mettons out of business, mais être meilleur qu'eux pour dominer le truc et faire plus de thunes. Parce que si vous faites pas de thunes, vous serez pas payé, hein, donc vaut mieux faire de l'argent. Non pas qu'encore une fois c'est le nerf de la guerre, il faut penser monnaie, mais c'est encore une fois, si la compagnie fait pas d'argent, et des gens vont être envoyés et des salaires vont être baissés. Et c'est pas ce qu'on veut. Oh non, non. Et donc, là, on n'a pas de plongeon avant la pub, par contre, mais on a Alex Shelley qui est envoyé valdinguer par-dessus la table des commentateurs. Oh oui, oh oui. Bon, franchement, le match était très bien. Un bon match, un bon petit match, un match franchement de bonne facture, jusqu'à ce que Tommaso Ciampa intervienne. Et donc là, c'est une disqualification. Oh oui, oui. Alors, bel esprit, ce petit côté intense et violent de Ciampa, j'aime beaucoup. Oh oui, oh oui. Ensuite, doublement bel esprit, qui s'en prennent à mon catcheur favori, Johnny Gargano. Là, alors est-ce qu'on tease une séparation de l'équipe? Est-ce qu'on tease que Tommaso Ciampa va affronter Harry Potter ou le gamin de 15 ans? Je sais pas, on va voir, bel esprit. Et la tension monte donc à SmackDown, notamment dans la division par équipe, donc c'est triplement bel esprit. Oh oui, oh oui, oh oui. Et ouais, je suis curieux de voir jusqu'où ça va mener. Même si bon, après je vais pas vous mentir, je suis pas non plus ultra intéressé de voir Johnny Gargano sur un PLE, un Premium Live Event, mais si la feud peut devenir un peu personnelle, si la feud peut susciter de l'intérêt, oh oui oui, que demander plus. Parce que je vous redis, Tommaso Ciampa, j'ai quand même du respect pour lui parce que, ah tiens, le chauffe-eau s'active? Non. Pourquoi? L'eau chaude n'a pas été branchée. Peut-être la température monte dès qu'on se met à parler de Johnny Gargano. Oh oui, oui, c'est un hit magnet peut-être, en tout cas sur les TLR Reviews. Bon bref, et Ciampa, j'ai quand même beaucoup de respect pour lui. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé à NXT en 2015, il était même pas sous contrat, qu'il était encore à la ROH et qu'il avait des matchs de 10 minutes à l'écran, tout comme Gargano d'ailleurs, alors que les deux n'avaient aucun physique. Les deux n'avaient aucun physique à l'époque. Hein, et Ciampa, il avait même pas le crâne rasé, je crois qu'il avait encore un peu de cheveux. Je crois, de mémoire. En tout cas, il avait légèrement une petite barbe peut-être, et encore. Franchement, j'étais plus gros que lui. On fait la même taille, j'étais plus épais que lui à l'époque et je comprenais pas. Mais attendez, vous foutez lui à l'écran et what the fuck. Mais bon, là maintenant il a pris du physique, bel esprit, respect total, amigo. Toi, tu t'es sorti les doigts, contrairement à Johnny Gargano qui commence enfin à comprendre apparemment qu'il faut aller à la muscu pour ressembler à une WWE superstar. Et mes amis, donc ce match se termine en no contest et arrive donc le main event classique à 14 minutes de la fin du show. 14 minutes de la fin du show, c'est le temps. 14 minutes, c'est le temps alloué chaque fois au main event de SmackDown. On ne déroge pas à la règle et bel esprit. Oh oui, oui. Parce que 14 minutes, ça va. C'est pas, alors comme je vous ai dit, alors, je sais pas si vous, il y en a beaucoup qui regardent pas mes reviews TNA, totalement logique si vous ne regardez pas le produit, je comprends totalement. Mais dans le produit, dans les reviews TNA, j'ai commencé à analyser notamment aussi la déconstruction du temps des segments. Et en fait, TNA a un rythme très digeste. Grosso modo, chaque segment fait 8 minutes. Et ça, c'est très digeste, ça s'enchaîne bien. Bel esprit. 14 minutes, c'est presque le double. 16 peut-être avec les entrées. C'est le temps qu'il faut pour un main event, mais pas plus. Pas comme des fois à EW, on a des main events d'une demi-heure, ce qui est très bien. Mais pour un show télé, yo les amis, il faut que ça s'enchaîne. Il faut que ça bouge, il faut que ça s'enchaîne. Et là, je commence à sentir. Cette vibe à force de faire. J'en suis, je crois, à la 66e. Ouh là là, 66. Oh oui, d'ailleurs. Les énergies sont connectées. Route 66, je sais pas si vous le voyez bien là. En tout cas, oui. Il s'allume le truc? Est-ce qu'il s'allume? C'est un fil. Voilà, bel esprit. Allez hop. C'est allumé. Est-ce qu'on le voit? Oui, route 66. Route 66 pour la 66e TLR Reviews. Oh oui. Alors, mes amis, je pense à l'éteindre. Donc, voilà, ça pour vous dire. À force de regarder autant de shows, je commence à capter la structure énergétique, énergétique, mais la structure temporelle d'un show. Et donc, 14 minutes pour un main event,
ça passe, mais des fois, quand on a une demi-heure pour un show télé, un match ou même un main event, peu importe, si c'est soit au milieu ou en fin de show, une demi-heure c'est un peu long. Je vous dis, il faut que ça s'enchaîne. En fait, c'est comme un film, quand une scène est trop longue, on commence à le sentir. Et là, 14 minutes pour le main event, pour ce match de championnat entre Naomi et Nia Jax. Oh oui, oh oui, bel esprit. Donc, alors, au début, je me dis, ce match, il va se terminer en brawl. Parce qu'on a Survivor Series qui arrive. Oh oui, c'est bien, il commençait à en avoir un par review quasiment. Et il était pas mal celui-là, hein. C'était un peu une dédicace à, j'allais dire à Barney Gumble. J'arrive pas à rôter comme Barney, faudrait que je m'entraîne. Je baisse un peu le contraste. Parce que le jour se lève, oh oui. Et donc bref, au début je me dis, avec Survivor Series qui arrive, et comme ils veulent, je pense, nous faire ce match 5 contre 5, Survivor Series style match, avec les divas de Raw et SmackDown ensemble, je me dis ça va se terminer en brawl. Et donc, je m'attendais pas à grand chose dans ce match, encore une fois un match qui se termine assez rapidement. Comme on avait eu, je crois, à Raw il y a cette semaine ou la semaine d'avant, je sais plus. Et donc bref, tout ça pour dire, finalement, on a eu un gros match. Hein. On a eu un match de niveau PLA. Alors attendez, je crois que c'est passé en sépia, ça me gave. Bon, attends, après, il me sert beaucoup le... Non, je fais pas John Cena You Can See Me. Hein. Parce qu'en plus, maintenant, sur Spotify, vous avez vu, je mets aussi des vidéos, je mets plus juste le son. Ben, l'esprit, donc, oh oui. D'ailleurs, Spotify, c'est pas mal, il y a pas mal de vues aussi sur Spotify, c'est pas mal. Je sais pas si vous préférez Spotify ou YouTube, dites-le moi. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé Apple Podcast aussi. Et il va falloir que je trouve une solution parce que... tout gérer tout seul, des fois, on n'y arrive pas complètement. Oh oui. Et en plus, quand il y a la carrière à côté, et la muscu, etc. Donc bref, ça pour dire, ouais, on a eu un gros match, mes amis. Oh, franchement, ça a été un truc de ouf. Alors déjà, je le dis tout de suite, Nia Jax, elle est excellente. Et c'est probablement, ça va être dans l'histoire, une des meilleures catcheuses de l'histoire. Pourquoi? Parce que vu son physique et les prises qu'elle prend, et le timing qu'elle a, et l'intensité, et la personnalité au micro, elle est bonne aussi. Elle, ça va être une des plus grandes, ça je vous l'annonce. C'est pas parce que c'est une amie, hein. Franchement, c'est sincère, parce que vous en trouverez pas deux comme elle. Et d'ailleurs, dans l'histoire, je pense sincèrement que c'est peut-être même... Dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez une catcheuse qui est plus impressionnante et plus imposante physiquement que Nia Jax. Franchement, je pense pas. Je pense sincèrement pas. Parce que je parle taille et largeur, hein, ok? Taille et poids. Parce qu'en poids, on a eu des grosses, entre guillemets. Mais en taille, Nia Jax est plus grande que moi, mes amis. Nia Jax fait un bon 6'1", elle fait un bon mètre 80-85, hein, facile. Hein. C'est une montagne, la meuf. Et donc... Grosse performance de Nia Jax qui montre qu'elle mérite totalement d'être championne. Et Naomi aussi, elle s'est donnée à fond. Elle a pris beaucoup de risques dans ce match. Oh oui, bel esprit. Franchement, on a eu un match de qualité PLE là. Là, un truc de ouf, avec des gros faux finish. On a vraiment cru à un moment que Naomi pouvait gagner parce que Nia Jax l'a bien mis over. Elle a pris de belles chutes. Oh oui, bel esprit. Il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés pendant le match. Alors comme je vous dis, je suis pas encore officiellement scripteur de WWE. Donc, mon idée ou mon ressenti du brawl dans ce match ne s'est pas concrétisé. Par contre, il y a eu plein d'interventions. Donc c'est à moitié. Je suis encore entré en période d'essai, je pense, au niveau du booking de WWE. C'est pour ça qu'ils vont pas encore engager. Et donc, il y a eu dans le match, alors il y a eu des interventions dans les vestiaires entre... J'ai marqué Liverpool. Liv Morgan et... Liverpool Morgan, ça sent pas mal, ça c'est on pense non. Donc Liverpool Morgan et Raquel qui attaquent les championnes par équipe, Cargill et Bianca Belair. Encore une fois, Cargill a mérité son salaire en se faisant juste attaquer dans les vestiaires et en faisant une promo backstage très moyenne. Intervention de Tiffany Stratton aussi au bord du ring. Candice LeRae également. Enfin bref. Au final, c'est Nia Jax qui gagne et les heels stand tall. Les heels sont en puissance à la fin du show, en tout cas dans le ring, parce que suite à ce match et à cette victoire et cette conservation du titre mondial par Nia Jax, nous avons un petit segment final où on voit Roman Reigns qui va passer un coup de fil. Alors au début, j'avoue, un peu marque, un peu fan, un peu innocent, un peu incrédule, non, ou crédule, peut-être trop crédule justement. Je pensais qu'il allait appeler Call Seth Rollins. Et ben non, parce qu'en fait tout le long du show, pas tout le long du show, mais quand ils s'en sont pris plein la gueule, Jey Uso disait à Roman, place the call, you gotta make the call, il faut que tu passes ce coup de fil, il faut que tu passes ce foutu coup de fil. Et donc à la fin du show, ça se termine avec un gros plan sur Roman Reigns qui dit call, pas Seth Rollins, mais
The wise man appelle le sage. Oh oui, oui, appelle Paul Heyman. Alors, bel esprit. Parce qu'en fait, c'est totalement logique, totalement logique que la bloodline, en fait, de Roman Reigns, elle a l'air complètement paumée. Et parce qu'il joue très bien le rôle, les storylines sont très bien écrites. Donc, ils ont l'air complètement paumés. Le seul qui va pouvoir leur redonner la lumière, leur ramener la lumière, non pas comme Lucifer, hein, fuck off, mais qui va leur apporter la vraie lumière pure de vie, ça va être le sage, Paul Heyman, The Wise Man. Et donc, parti de là, les amis, c'est logique que la prochaine pièce sur l'échiquier soit Paul Heyman, et je pense qu'on a tous compris également que ce sera Paul Heyman qui arrivera à convaincre Seth Rollins lui rentrant dans sa tête, et j'espère pas ailleurs, pour lui faire comprendre que c'est tout à son intérêt de rejoindre son ancien frère Roman Reigns dans la lutte contre la Bloodline de Solo Sikoa, qui vient justement de recruter son, pas pire ennemi, mais son ennemi du moment, Bronson Reed. Alors, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça pour mettre Seth Rollins déjà dans la storyline de la Bloodline? Je sais pas. Ça me semble, je vous dis, j'allais dire un peu tiré par les cheveux dans un sens. Oui, dans un sens, ça sert un peu tiré par les cheveux. Pourquoi? Parce que je reste persuadé que ça aurait été mieux 4 contre 4. Mais bon, c'est vrai qu'ajouter Rollins dans ça a fait déjà un clin d'œil. Enfin non, ça fait même pas de clin d'œil parce qu'à WrestleMania, il était l'ennemi de Roman Reigns, donc ça n'a pas vraiment de sens. Et deuxièmement, après, bon, ça rajoute quand même du star power au match, parce que avoir Seth Rollins aussi dans le match, oh oui, ça donnera quelque chose à Seth. Mais est-ce que ça aurait pas été mieux de laisser Seth avec Bronson Reed? Mes amis, je sais pas, c'est ouvert à l'appréciation de tout le monde. D'ailleurs, ce qui est ouvert à l'appréciation de tout le monde également, c'est le ressenti vis-à-vis de ce SmackDown. Donc moi, je trouve qu'on a eu un bon petit SmackDown qui passe bien ce samedi matin. Oh oui, oh oui. On sent, alors, ça aussi, alors ça c'est important, mais pareil, ça me permet de vous reparler de la TLR Stories numéro 3 qui arrive normalement la semaine prochaine. Donc, on sent que sous l'ère Triple H, comme j'arrête pas de le dire, les storylines et les shows sont très bien structurés et sont construits dans le temps. Oh oui, bel esprit. Mais, des fois je me pose la question et je me dis, et encore plus avec la TLR Stories numéro 3 qui arrive et toutes mes interactions avec Vince McMahon, est-ce que j'en arrive presque à me demander, et je parle bien évidemment de Vince McMahon uniquement d'un point de vue professionnel, WWE, storyline, etc. On ne parle pas de toutes les affaires qu'il y a autour de lui, d'accord? Qu'on soit clair, hein. De toute façon, ça je le reprécise bien dans la TLR Stories numéro 3. Mais, est-ce que, moi personnellement, j'en arrive presque à me demander si l'imprévisibilité du booking de Vince ne manque pas un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, avec Vince, on savait qu'à l'époque, les plans changeaient du jour au lendemain. Et ils changeaient même des fois 2 heures avant le show. D'ailleurs, Triple H, le petit coquin, il nous faisait ça des fois à NXT. Hein. 4 heures de l'après-midi, le script il changeait alors que les tapings commençaient à 7 heures. Magnifique. Bon, ouais, et des matchs étaient enlevés. Notamment, ils ont fait ça le coup à Marcus 2 fois, je crois. Si je me souviens bien. Une fois sûr, voire 2 fois. Ouais, donc l'imprévisibilité que ramenait Vince McMahon, est-ce que ça manque pas? Est-ce que ça manque pas un peu? Parce que là, en fait, c'est super, hein, attention, tout est logique et tout s'enchaîne bien. Mais le brin de folie qu'il y avait des fois à la WWE, j'ai presque envie de dire... c'est incroyable ce que je veux dire. Mais le fait que Vince, des fois, voulait forcer dans la gorge des gens... Ouais, ça, c'est pas la bonne image, ça, considérant les affaires qu'il a au cul. Mais bon, comprenez-moi, les amis. En fait, le pire, c'est que, ouais, j'ai même pas fait exprès. Des fois, il essayait d'enfoncer dans la gorge des gens certains catcheurs. Hein. Je parle encore une fois à l'écran et de tout ce qu'il faisait, d'accord? De tout ce qu'il faisait d'un point de vue catch. Parce qu'il faisait dans son bureau à Stamford. Se poser de lait, d'accord? Parce que c'est toujours en procès. C'est toujours en procès. Il faut faire très très attention là-dessus. Parce qu'en plus, vous pouvez vraiment être attaqué en diffamation pour ça. Donc, bref, ça pour dire. Le fait, des fois, il essayait vraiment de forcer certaines personnes dans la gorge des gens. Ah, mon Dieu, ça créait des réactions de ouf. John Cena, Roman Reigns, souvenons-nous les amis, comment il a voulu les forcer au public et les superstars que ça a créé par conséquent. Vous voyez ce que je veux dire? Là en fait le truc c'est que Triple H, on sent qu'il suit les vibes du public, donc super. Mais ça en devient presque, pas fade, mais... Est-ce que c'est pas mieux des fois qu'il y a un mec qui dit non, vous allez aimer ce gars-là, peu importe ce que vous dites. Et le public, plutôt que de l'aimer, se met à le détester comme c'est pas permis. The Rock, John Cena, Roman Reigns, 3 des plus grandes stars de l'histoire du business qui n'auraient pas été là sans Vince. Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui, oui. Et mes amis, c'est comme ça que nous... Non, peut-être pas comme ça. J'allais dire que nous allons terminer la conclusion de cette telle review de SmackDown du 15 novembre. Non. Mes amis. Comme je disais, est-ce que des fois l'imprévisibilité de Vince ne nous manque pas un peu? Et je vous pose sincèrement la question, est-ce que Giovanni Vinci ne vous manque pas aussi également?
Parce que moi, franchement, à ce niveau-là, vu les 2 segments qu'il avait eu, franchement, j'ai presque envie de dire, lui aussi il me manque. Lui aussi il me manque parce que, bon, je sais pas, alors je vous dis, peut-être il est blessé, peut-être il a de la hit dans les vestiaires, on sait pas. Mais dans tous les cas, est-ce que Vince et Giovanni ne nous manquent pas? Je pense que ça va être le titre de la review. Oh oui, oh oui. Pour choquer les esprits, pour leur dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est SmackDown, et pourquoi on parle de Vince McMahon et de Giovanni Vinci? Oh oui, mes amis. Et donc, c'est l'heure de la question, le commentaire. Donc c'est pas mal, ces derniers temps, là, vous avez fait un petit regain de questions. Oh oui, bel esprit, chaque fois je fais les copies d'écran. Et donc cette fois-ci, alors justement, j'ai pris celle-là parce que justement, elle est intéressante parce qu'elle avait été posée, je pense, il y a quelques temps. Et entre-temps, les choses ont changé. Mais c'est bien, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ça, sachez-le, j'en suis intimement convaincu. Il ne faut pas rester campé sur ses positions et il faut vivre, encore une fois, avec les énergies, avec l'évolution des choses et de ses mentalités et de ses goûts. Donc, ça pour dire. Alors, un nouveau, je pense, Japan Joe me dit... Question, je te sens plus passionné et impliqué quand tu parles de la AEW que de la WWE. As-tu aussi ce ressenti? Et sinon, à quoi penses-tu que ce sentiment est dû? Un produit qui te convient plus? Un passé que tu as eu avec certains catcheurs par exemple? Ou encore un intérêt particulier que tu portes à la compagnie? Continue comme ça, soutien total. Oh oui, bel esprit. Merci amigo. Merci Joe Japan Joe, bon petit pseudo. Ça pourrait être un nom de catcheur. Joe Japan Joe arrive sur le ring. Yo, ben, faisant maintenant tu l'as vu, je pense que tu l'as vu, si tu regardes encore les vidéos régulièrement, ben non, je fais une pause à EW. Et alors c'est vrai que pendant un moment j'étais bien chaud, mais en fait moi je pars du principe que la qualité n'a pas malheureusement de régularité. C'est pas parce que vous faites du bon boulot pendant 2-3 semaines que ça y est, c'est bon, vous avez gagné le championnat. Non, il faut être régulier justement dans la qualité. Et c'est ce que j'essaie de faire dire sur la chaîne. Et c'est ce que malheureusement AEW n'a pas réussi à faire vis-à-vis de mon temps d'attention alloué à leur show. Et alors pendant le moment, c'est vrai que j'aimais beaucoup. Alors oui, c'est peut-être l'effet de nouveauté, le fait de voir aussi beaucoup d'amis, ça c'est clair et net. Mais maintenant, tu vois, par exemple, j'accroche beaucoup plus à TNA en ce moment. TNA et NXT, et tout est ouf. Parce que alors SmackDown était très bon cette semaine, ça oui. Maintenant, franchement, mon classement cette semaine, vu qu'on a fait 4 shows quand même, 4 shows, 5 vidéos, oh oui. Classement, NXT numéro 1, TNA très très proche derrière numéro 2, SmackDown, Raw. Le show principal à WWE, Raw, c'est celui qui m'a le moins intéressé cette semaine. Mais comme c'est un des shows principaux de la compagnie numéro 1 au monde, entre guillemets, et qui est regardé par beaucoup de monde, entre guillemets, on se doit de le regarder. Et c'est pas grave, il faut suivre le produit. Donc voilà, ça pour dire... Non, franchement, tu sais, moi, j'ai pas de critères précis. D'ailleurs, au final, c'est un peu comme les meufs. Yo, si la meuf est mignonne, elle est gentille, elle est marrante, oh oui, bel esprit, je m'en fous. Peu importe la couleur de peau, peu importe la couleur de cheveux, peu importe l'âge. Ouais, l'âge. Non, mais après, l'âge, c'est pareil. L'âge, c'est une énergie, au final. Tu peux avoir une meuf ou un mec, peu importe, je sais pas, de 45 ans, avec qui tu délires beaucoup plus et tu t'amuses beaucoup plus qu'une gamine de 20 ans. Tu vois, je veux dire, c'est ça, bon, oui, dans un sens, oui, ça m'est arrivé, ça c'est sûr. Ou l'inverse, tu vois, une gamine de 20 ans qui est beaucoup plus ouverte qu'une meuf qui a du vécu et qui a fait plein de choses dans sa vie et qui arrive et qui est super coincée. Donc, tu vois, je veux dire, c'est ça, au final. Moi, je m'adapte à plein de choses et donc, pour l'instant, malheureusement, je me suis adapté au fait que AEW n'est plus sur la liste des TL Reviews. Ça reviendra sûrement, ça je vous le dis tout de suite, parce que je pense que, parti comme c'est, me connaissant, alors NXT, je pense que je vais être régulier, parce que franchement, je kiffe vraiment le produit, et ouais, il y a quelque chose de spécial. TNA, pareil, là je suis TNA, pareil, dans le sens où oui, je vais le faire pendant, je vous ai dit, je pense au moins jusqu'à la fin de l'année, et après on verra en janvier, parce que me connaissant, et connaissant maintenant, connaissant à bien retirer connaître, c'est-à-dire pas reconnaître, mais genre connaître à nouveau, connaissant à bien connaître à nouveau le produit télévisé catch américain, j'ai toute promotion confondue, je sens que TNA, ça risque de venir dans un sens malheureusement pas répétitif, mais ouais, je pense que d'ici 2 mois, je me dirais, bon c'est bon, allez, TNA j'ai eu ma dose, pour l'instant je vais repasser à EW. Je pense que ça va faire comme ça va être des back and forth, des allers-retours. Oh oui, en parlant d'allers-retours, c'est la vie de catcheur, les voyages, les allers-retours entre Nice et les différents lieux où je vais catcher. Donc ce soir mes amis, direction Rix, d'ailleurs il y en a quelques-uns. Oui. Sur Rings, il y a aussi Candice, je crois. Oui, je vois que tu poses des commentaires de temps en temps sur la chaîne. Oh oui, vous serez présent dans la foule à Rix. On verra, surtout si j'arrive à vous reconnaître, premièrement, parce que je serai sûrement concentré sur mon match et sur mes segments. J'aurai peut-être la TLRP OVCAM. Oh oui. Donc faites un check à la TLRP OVCAM. Et mes amis, je vous souhaite à tous un super samedi. Allez, on édite la review, on la poste et on garde toujours le bel esprit. Oh oui. Rix ce soir, demain HCP. Gros week-end. Et la semaine prochaine, est-ce qu'on a des pay-per-view? On est le combien? On est le 23, je suis en Roumanie. Ouais, je crois qu'il y a un full gear, il me semble.
Je sais pas si je vais le regarder 4 heures comme ça, surtout que je reviendrai de Roumanie, je serai bien KO, où je vais catcher contre René Dupré, d'ailleurs, première fois de ma vie, où je vais catcher contre René Dupré dans un match à 4 la semaine prochaine en Transylvanie. Oh oui, ben, tout ça, c'est avec Tom Larifa. Oh oui, mes amis, bel esprit. Ben, la semaine prochaine, on essaiera, on va se débrouiller pour sortir la TLR Stories parce que je veux vraiment bien la peaufiner et bien la finir et bien la travailler pour que vous ayez la meilleure expérience, la meilleure des expériences possibles en découvrant les interactions de Sylvester Lefort, catcheur français à la WWE avec Vincent Kennedy McMahon. Mes amis, c'est la semaine prochaine. En attendant, gardez le bel esprit. Oh oui, bon week-end à vous.